Il est 8h05, vous êtes sur les ondes de CKRL, Perrine Pinel avec vous jusqu'à 9h et on rentre dans la deuxième partie de cette émission et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio Patrick Pelletier, auteur de Chanvre, merveille de la nature qui est son premier ouvrage et on va en parler ensemble. Bonjour Patrick. Bonjour Perrine. Vous allez bien? Oui, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler du chanvre qui est un peu une plante pleine, entourée de mythes en fait. Et avant de commencer à parler un peu plus en détail des particularités de cette plante, est-ce qu'on a une définition à donner de ce que c'est le chanvre? Certainement. Alors le chanvre, c'est une plante qui appartient au cannabis. Hein. C'est une plante. D'ailleurs, le mot chanvre, c'est le mot français. Le mot cannabis, c'est le mot latin. Et c'est la même plante. Lorsqu'on parle de mythes, on pense surtout au fait que cette plante-là est utilisée à des fins récréatives et médicinales. Mais ce qu'on sait pas, c'est qu'elle est aussi utilisée à des fins utilitaires depuis que l'homme a inventé l'agriculture, finalement, hein, depuis les tout débuts de l'agriculture. Oui, il y a des traces de ça, de cette utilisation du chanvre et du cannabis, du coup. Oui, absolument. On a retrouvé dans des tombeaux en Chine, près de dignitaires, des graines de chanvre enterrées avec ces gens-là. Il y a des poteries qui avaient des ornements de vêtements qu'on croyait être en chanvre. Donc, oui, depuis en fait, ça date de la révolution agricole du néolithique. Donc, on parle entre 10 000 et 12 000 ans, là. C'est quand même pas rien. Ça aurait été une des premières plantes domestiquées par l'être humain, finalement. Ok. Ouais. Ça, je savais pas du tout. Et justement, parce que au début de l'ouvrage, vous posez la question de la différence entre le cannabis et le chanvre. Et donc, moi, je vous la pose aussi, là, pour nos auditeurs qui n'ont pas lu l'ouvrage. C'est quoi cette différence concrète? Là, on comprend qu'il n'y en a pas vraiment, en fait. La première grande différence, c'est que le chanvre industriel, comme on l'appelle pour bien le distinguer des variétés psychotropes, le chanvre industriel, c'est une plante qui est absolument inutilisable en tant que drogue. Quelqu'un qui voudrait excusez l'expression, mais se geler la bine avec ce chanvre-là, c'est comme quelqu'un qui voudrait se saouler à la 0.5. Ça demande autant d'ambition. Et puis, ça serait pas utile. Ouais, non. Et justement, le chanvre industriel, qu'est-ce qu'on en fait? C'est toutes les parties de la plante sont utilisables. C'est ça qui est vraiment fantastique de cette plante-là. C'est que des racines aux feuilles et aux fleurs, tout est utilisable. Ce serait vraiment très long d'embarquer dans ce sujet-là parce que ça fait quand même le chapitre 5 au complet de mon livre. Je vous invite à acheter le livre et à lire ce chapitre-là si vous voulez en savoir plus. Mais en gros, c'est une plante... résumé, là, oui, bien sûr. On va quand même faire un petit aperçu. Ce qui est en gros, c'est que c'est une plante textile. Donc, c'est une plante qui contient une fibre qu'on peut filer et tisser. Et on peut en faire de la corde. D'ailleurs, c'était le cordage à marine qui était utilisé lorsqu'il y avait des grands navires à voile. La marine ne se serait jamais déplacée nulle part s'il n'y avait pas eu le chanvre pour faire les voiles et les gréements des bateaux. C'est plus résistant que certains autres matériaux? C'est la fibre végétale la plus résistante sur la planète. Il y en a pas de plus résistante. C'est ce qui est le plus solide. Alors, quand on a un t-shirt en chanvre, forcément, on a un t-shirt qui est plus résistant. Donc, du coup, on consomme moins et on consomme mieux. Il est un petit peu plus cher à l'achat, mais cela dit, vu qu'il nous donne plusieurs années de plus de durabilité, ça revient quand même plus rentable de consommer du chanvre que de consommer du coton, par exemple. Puis on sait que le coton est un très grand pollueur. Tandis que le chanvre, c'est une plante qui pousse biologique, qui est un autre de ses avantages. Ça peut pousser de façon biologique très facilement. Donc, ça nécessite peu d'entretien aussi. Peu d'entretien, exactement. Donc, moi, ce que j'ai eu comme écho de la part de fermiers, d'agriculteurs, c'était que dans le fond, la plante, il la lançait dans le champ au printemps et on l'oubliait pour l'été, puis après ça, on allait la récolter. Ici, au Canada, il se fait un petit peu moins de fibres. Il se fait beaucoup de grains. Ça, c'est l'autre aspect intéressant de la plante. L'autre usage principal de la plante, c'est le grain. Le grain, c'est ce qu'on appelle la graine de chanvre, qui est en réalité une akène. C'est quoi une akène? C'est une sorte de noix, dans le fond. C'est une sorte de noix. Et cette graine-là est comestible.
comestible. Elle est très riche en protéines. Elle vient en épicerie. Plusieurs personnes seront sûrement familiers avec. Ouais, j'en consomme moi aussi, des graines de chanvre. Ben c'est ça, on met ça dans le yogourt le matin. C'est excellent. C'est très bon. C'est très riche en protéines, très riche en vitamine E aussi. C'est ça. Et la graine écalée est très tendre et digeste. Elle se consomme bien. Ça va dans le salé, ça va dans le sucré. Ça me fait penser un peu aux pépins de citrouille là par exemple. Au niveau de la texture, moi je trouve un petit peu fondante. Oui. Et en termes de protéines, c'est à peu près dans le top, dans le peloton de tête, je vous dirais. C'est quand même une plante. Au niveau de la protéine, c'est 33% du poids du produit qui est en protéines. Beaucoup, hein. Oui, c'est extrêmement intéressant. Surtout pour les gens qui ont une alimentation végane ou végétarienne, on peut aller chercher un bon apport de protéines grâce à cette graine-là. Elle va dans le salé, elle va dans le sucré, avec les pâtes, avec les salades, n'importe où. Moi, j'en mets n'importe où. C'est vraiment très bon dans l'asiatique aussi. Et là, on parle de chanvre et tout ça, mais elle est venue où elle est venue d'où la passion des plantes peut-être de manière générale, mais du chanvre en particulier, ça vient d'où ça? Ça, c'est une excellente question. C'est que, en fait, c'est une anecdote de voyage. Je suis allé en Colombie-Britannique il y a quelques années, puis je vaguais dans la ville, je me promenais, c'était un printemps, c'était vraiment très beau, vraiment une belle journée. Puis je laissais vraiment mes pas me guider, hein. J'étais pas du tout aucune destination. Puis à un moment, je suis tombé sur un magasin qui s'appelait Hemp BC. Donc hemp, c'est le mot pour chanvre mais en anglais. Ouais. Et BC, Colombie-Britannique. Et puis j'ai vu ça, puis là il y a un gros symbole THC en énorme sur la avec des lettres en néon qui clignotent. Évidemment, je me sens interpellé, curieux. Ouais. Alors je vais voir, mais là je me rapproche, puis je m'attendais à voir un magasin qui était destiné à la consommation, à promouvoir la consommation récréative. Ouais. Mais ce que j'ai vu des casquettes, j'ai vu des cordes, j'ai vu des sacs à dos, j'ai vu des tissus, et là je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cela? Alors, j'ai ouvert la porte, je suis rentré, puis là, j'ai posé plein de questions aux employés qui étaient absolument charmants, puis qui ont répondu avec beaucoup de patience et de passion aussi à mes questions. Et puis finalement, je suis sorti de là, puis j'ai dit, il y a quelque chose là, puis surtout avec les grands enjeux à lesquels on fait face en ce moment au niveau écologique, au niveau de l'agriculture, de la permaculture. Le chanvre, c'est un candidat de choix pour la rotation des cultures aussi. C'est un autre aspect qui est intéressant. Donc je suis sorti de là, puis là, j'ai dit, wow, faut que je fasse la recherche. Et là, j'ai commencé tranquillement, pas vite. Je suis allé. Puis là, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait beaucoup d'informations fausses. Il y avait beaucoup de désinformations. Oui, parce que de manière générale, quand on pense au chanvre, au cannabis, on pense tout de suite à l'aspect récréatif, au THC, aux possibilités psychotropes de la chose, mais c'est pas que ça, là. Non, effectivement, il y a plus d'aspects positifs. Il y a l'huile de chanvre, il y a les graines, on vient d'en parler, il y a le textile, qui est quand même un enjeu crucial dans nos sociétés, là, la production de textiles. C'est le plus grand pollueur, l'industrie du vêtement en ce moment. Tout le monde pense que c'est le pétrole, mais actuellement, à l'heure actuelle, c'est le textile. Effectivement. Effectivement, comme vous mentionnez, l'aspect psychotrope, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Et donc, dans le livre, je m'attelle à défaire les mythes autour de cette plante-là, au tout début. Puis comme je mentionnais, il y a beaucoup de désinformation, beaucoup d'informations fausses, des fois simplement des exagérations de gens qui sont quoi, par exemple? Qui sont passionnés, qui vont on va élever le chanvre au rang de super-héros très rapidement. On va dire ça peut sauver la planète, mais c'est pas tout à fait ça. C'est un peu plus complexe. Faut se réapproprier certaines techniques de transformation. Il y a beaucoup de travail à faire avant que le chanvre redevienne une matière de consommation de premier ordre au Canada puis en Amérique en tout cas. Les pays communistes et les anciens pays communistes, ça c'est intéressant parce que la prohibition du chanvre qui est fait le deuxième chapitre dans l'historique du chanvre, qui est quand même un pan de l'histoire qui est majeur, qui est important. C'est un des gros chapitres du livre, c'est que la prohibition du chanvre
c'est une combinaison de lobby, de tractation de lobby, avec des fausses croyances que le chanvre était psychotrope, alimenté par le racisme, parce qu'à l'époque, c'était les Mexicains et les gens de race noire qui produisaient le chanvre. Et qui fumaient, qui consommaient. Donc, l'homme blanc, si je peux l'appeler ainsi, là, j'ai mis entre guillemets à la radio, là, vous avez pas vu, c'est que... Ils avaient peur de ça. Et les acteurs de la prohibition se sont servis de ce sentiment-là pour alimenter une haine, puis faire interdire cette plante-là à cause de ces raisons-là. Mais il y a un amalgame de raisons. C'est pas une seule raison qui a fait que la prohibition est arrivée. Cela étant dit, les pays communistes comme la Chine, qui est actuellement en ce moment le plus gros producteur de chanvre mondial, et les anciens... Industriel, oui, parce que la Chine, ils ont des lois sur le stupéfiant qui sont absolument très sévères et horribles. Là. Je pense que c'est même... À part Shanghai qui est autorisé encore. Ils ont des lois sur les stupéfiants qui sont très très sévères. Donc ils ont pas de, ils ont vraiment fait la distinction eux, entre le chanvre industriel et le chanvre psychotrope et récréatif, comme moi je l'appelle dans le livre. Je le différencie par le chanvre psychotrope. Alors tout ce qui bosse, tout ce qui fait que ça altère le comportement, que ça altère la perception, à ce moment-là, c'est psychotrope. Et j'allais mentionner les pays communistes qui sont absolument le bloc de l'URSS là, qui sont en avance tant au niveau de la qualité de la fibre que les produits finis. Ils ont pas démonté leur corderie, ils ont pas démonté leur métier à tisser comme ici on le fait en Amérique. Ici, on a vendu beaucoup nos métiers à tisser aux Chinois, justement. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que les Chinois sont devenus les producteurs, les premiers producteurs mondiaux de tissus. Mais on parle de pays comme la Hongrie, la Roumanie. Et parce que pourquoi il y a une facilité de pousse du chanvre dans les pays peut-être plus froids là, mais après au Canada. Ça pousse dans les zones tempérées, effectivement. Oui, c'est ça. Ça pousse. Autant d'un côté ou l'autre de l'équateur, là, dans les zones tempérées, ça prolifère. C'est une plante qui pousse bien dans. D'accord. Et aujourd'hui, comment on pourrait ramener un petit peu là, parce qu'on parle du chanvre qui est une plante quand même qui est facile à traiter dans le sens qu'il n'y a pas besoin de blanchir le chanvre. C'est déjà une plante qui est claire comme le coton, mais le coton on le reblanchit là pour les tissus. Comment on pourrait faire pour ramener un petit peu le chanvre avec une place. Alors je perds mon mot là, mais comment on pourrait faire pour que le chanvre reprenne un petit peu ses lettres de noblesse dans un terme industriel là, qui soit pas tout le temps associé à de la défonce, à du récréatif, à des soirées, à tout ça là. Oui, je comprends. Moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait une volonté politique un peu plus forte, chose qu'il n'y a pas en ce moment. Le politique ne s'intéresse à peu près pas au chanvre. Il y a des gens dans l'industrie qui sont extrêmement passionnés, mais ils sont toujours face à soit un problème d'approvisionnement pour les gens qui travaillent avec la fibre, parce que vous savez, en agriculture, la rentabilité est importante. Et c'est ça ce qui est payant en ce moment avec le chanvre, c'est de faire pousser le chanvre pour le grain. On fait pas pousser le chanvre pour le grain de la même façon qu'on le fait pousser pour la fibre. Alors, on peut pas faire une seule culture et espérer avoir le grain, la fibre et tout ça là, je croyais. C'est que dans le fond, le chanvre doit pousser très 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 dense pour faire de la fibre, parce qu'on va aller chercher, on va le laisser monter en orgueil comme disaient nos grands-mères. Donc on va le laisser monter très très droit, très très haut. Ça peut monter jusqu'à 4 mètres de haut lorsqu'il y a des bonnes conditions d'irrigation. Et finalement, on va le faire pousser très dense, ça va donner de grandes fibres. Si on le fait pousser pour la graine, là, le rendement est important encore une fois. Alors, on va le semer, on va espacer le semis pour faire en sorte que il va développer plus de boutures, plus de branches, donc plus de fleurs. Plus large, il va être plus touffu. Donc, on va faire un petit arbuste plus qu'un une grande tige très, très haute. D'accord. Et donc, là, il y a un problème d'offre et de demande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de cultivateurs pas de cultivateurs, mais d'agriculteurs qui le font pousser pour la fibre. Et
étant donné que c'est comme ça, ben il y a pas assez de transformateurs qui vont oser travailler parce qu'ils vont se trouver en rupture de stock de matières premières. Mais c'est assez étonnant parce que là on parlait de la prohibition tout à l'heure, mais le Canada a dépénalisé la consommation de cannabis à des fins récréatives et psychotropes. Et d'un autre côté, le marché du chanvre industriel, qui est quand même une solution, comme on disait tout à l'heure là, pour revoir notre rapport à la fibre textile, c'est pas encouragé. Ben, c'est que ça a été légalisé, le chanvre industriel, parce que, en fait, petite histoire rapide de la prohibition. 1922, on interdit le psychotrope. 1938, on interdit le chanvre industriel et le cannabis d'emblée, sans aucune distinction de variété. Okay. Faut dire que le THC, qui est le principal élément psychotrope de la plante, n'a été découvert qu'en 1964. Oui. Donc, il n'y avait pas de raison à proprement parler pour interdire ça. Ben, effectivement, il n'y a pas de raison pour interdire le chanvre, mais on savait pas le distinguer de façon empirique et de façon scientifique, parce qu'en 1964, il y a un chercheur israélien qui a découvert qui a identifié le composé du THC, et là, il a dit, c'est ça qui fait buzzer. Et c'est à cause de ça. Mais avant, on savait pas. Puis les plantes se ressemblent énormément. Ils ont la même apparence, ils ont la même odeur, mais on le cultive pas de la même façon, évidemment. Mais il reste que on met un plant de chanvre, un plant de cannabis psychotrope, puis on voit pas la différence. C'est très difficile, très difficile. À part si on est expert là-dedans, mais il faut, même un expert, il va vouloir une analyse de laboratoire. Okay. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc à partir de 64, là, on a commencé à se rendre compte que il y avait des différences de variétés, puis qu'il y avait aucune raison que cette plante-là reste illégale. Et là, il y a eu des luttes au Canada qui ont été faites par des activistes, des gens surtout des provinces des prairies, qui ont activement travaillé pour faire des tests de culture, des essais. Ils sont allés chercher des permis. C'est Santé Canada qui avait la licence de donner des permis de culture. Et finalement, avec tous ces efforts-là, on menait à une légalisation du chanvre industriel en 1998. Mais de 1938 à 1998, ça représente quoi? Peut-être 3-4 générations. C'est assez pour faire oublier un savoir. Hein. Ouais, non, on a démantelé toutes les machines, on a arrêté toute la production. Il y avait un fermier de l'Ontario au début du 20e siècle qui était très avant-gardiste. Lui, il se servait du chanvre parce que le chanvre pousse tellement dense, il étouffe les mauvaises herbes. Et en étouffant les mauvaises herbes, on peut s'en servir comme herbicide. Et lui, il nettoyait ses champs, il l'intégrait dans la rotation des cultures. Et il nettoyait. Comme ça, il n'utilisait pas de produits chimiques pour nettoyer ses sols. Exactement. Okay. Il n'utilisait pas c'est vrai qu'à l'époque, il y avait toutes sortes de produits, mais le fameux Roundup de Monsanto. De Monsanto. Ouais, c'est ça. Donc, c'est sûr que ça, c'est à proscrire le plus possible. Alors, le chanvre, dans la rotation des cultures, va nettoyer le champ, il va laisser un champ très propre à la fin après la récolte, parce qu'il aurait étouffé toutes les mauvaises herbes. Okay. Et donc je reviens à la prohibition. Donc 4 générations, ça nous a fait oublier tout le savoir. Oui, le savoir pour justement remettre en avant cette plante. Et c'est ça. Et là, évidemment, comme la rentabilité est importante, on s'en va vers ce qui est facile à transformer. Puis ce qui est facile à transformer, c'est le grain, donc la graine du chanvre. On peut l'écaler, on peut la moudre pour faire une farine, on peut la presser pour faire une huile alimentaire qui est de très grande qualité, qu'on ne chauffe pas parce qu'elle est trop bonne. Qu'elle est bonne en salade, comme un peu l'huile de sésame. Oui, un petit goût de noisette avec un petit goût de chlorophylle qui est pas détestable. C'est ça. C'est un goût acquis, par exemple, comme les olives. C'est ça, c'est un goût qu'on aime ou qu'on déteste. Là, c'est un peu comme l'huile de sésame, c'est pas tout le monde qui va aimer le goût de cette huile. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé de votre livre, et on rappelle, alors il sort en version numérique et il sort en version papier sur demande. Exactement. Il va être en vente sur les grands sites web de vente de livres comme Amazon, Walmart aux États-Unis, Barnes & Noble, Indigo Chapters, etc. Parce qu'il y a une version anglaise aussi qui a été faite. En fait, c'est ça, c'est que je l'ai traduit et j'ai mis la version française et la version anglaise dans le même cahier. Donc, c'est un livre bilingue.
l'Allemagne, carrément. C'était une question de logistique et de coût. Ça coûtait moins cher à faire. Oui, puis ça permet, je sais pas si on a envie de lire le même passage mais en anglais au cas où là, on peut le faire. Exact. Puis ça sera disponible sur mon site web caneve.ca, donc caneve.ca. Et Caneve qui est aussi un vendeur de produits à base de chanvre. Donc c'est ma compagnie. Voilà, c'est ça. Là, vous portez une casquette faite en chanvre. Il y a aussi des savons, des huiles, des choses comme ça. Exact. La variété de produits qu'on peut faire est absolument fantastique. On se lasse pas de découvrir des nouveaux usages de cette plante-là. Puis, juste mentionner que le mot canève, c'est le mot chanvre en moyen français. Okay. C'est au Moyen-Âge, lorsqu'on parlait du chanvre, on parlait de canève. On parlait de canève, exact. Ah bah, c'est vrai, ça je savais pas. Par contre, je me suis posé la question en allant voir votre site hier en me disant qu'est-ce que ça veut dire canève. Bah voilà, on a la réponse. Donc je vous invite aux éditeurs qui nous écoutent à aller sur le site de canève.ca pour voir la diversité et puis aussi pour acheter potentiellement le livre de Patrick Pelletier. Merci beaucoup en tout cas. Ça fait plaisir. J'aimerais juste ajouter que le livre sera disponible à partir du 8. Oui, du 8 décembre, pardon. Ça j'allais le mentionner juste après. Mais à partir du 8 décembre, vous pouvez acheter le livre soit en version numérique, soit en version papier et donc là sur demande. Donc c'était Patrick Pelletier avec nous sur les ondes de CKRL. Merci beaucoup. Merci Perrine.